Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western State. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 83e épisode de Pas sorti du bois, le deuxième de la semaine. Je vous l'avais promis quand j'ai reçu Suzanne à l'épisode 82 que, l'épisode En route vers Western State. Partie 2 avec Marianne allait suivre assez vite. Assez vite, voilà, 2 jours plus tard. Comment ça va, Marianne? Ça va super bien, merci toi. Ben, ça va super bien. Merci d'être là une fois de plus. Ben écoute, ça me fait plaisir. Ça va être un rendez-vous à chaque mois, je pense bien. Ben, je pense que ça va être notre rendez-vous du mardi avec une bière du mardi. Ça va être parfait. Écoute, Une le bonne raison planning pour est boire une bière. exactement une bonne raison pour boire une bière le mardi. Puis, ben écoute, le premier épisode de ton En route vers Western State a vraiment marché beaucoup. C'était, je pense, la première fois ou peut-être la deuxième que je sortais un épisode vraiment plus court. Puis j'ai reçu plein de réactions de Hey, c'est cool, maintenant on n'est plus obligé de se garder notre pas sorti du bois pour la longue du dimanche. On peut se squeezer ça dans une run normale de midi de semaine. Fait que, écoute, je pense que ça a été bien reçu. Au-delà du temps, je pense que les gens trouvent ça super intéressant de t'entendre puis de te préparer pour cette course-là. Je sens que tu vas avoir, on est encore plusieurs mois d'avance, mais je pense que tu vas avoir bien des Québécois qui vont te supporter à distance. Parfait, ben j'ai bien hâte. J'ai hâte de courir la course, puis encore plus de savoir qu'il y a des gens qui vont me supporter là-dedans. Yes, écoute, on se préparait pour cet épisode-là, comme on l'avait dit au premier épisode de cette série-là. On va aborder un thème par épisode. Le premier, bon, c'était un peu plus sur ton Bandera puis sur ce qui allait te mener à Western State. Là, on rentre dans le creux du sujet, le training. Puis j'aimerais ça que tu me répètes ce que tu m'as écrit quand je t'ai dit la prochaine épisode, on pourrait parler de training. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, tu m'as répondu. Écoute, je sais pas les mots exacts, là, mais je pense que je t'ai répondu que je suis pas quelqu'un qui a un training super spécifique, là. J'ai une approche qui est très. J'aime utiliser le quote-unquote broche à foin par rapport au training, mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment le plaisir avant tout. Puis je pense que c'est un élément qui est super important là, le jour J de la course. Puis je pense que c'est quelque chose que pour moi, qui est comme l'élément numéro 1 dans mon training. Fait que j'aimais mieux te le mentionner parce que c'est sûr que tu sais, si tu compares à d'autres athlètes là, qui ont un profil similaire par rapport à un golden ticket ou une trajectoire vers la Western State, c'est sûr que c'est un peu différent, disons. Ouais, mais je pense que c'est d'autant plus intéressant pour 2 raisons. La première, parce que justement, ça se démarque peut-être de ce qu'on entend des athlètes qui ont des golden tickets en ce moment. Combien en ce moment s'entraînent sur le plaisir comme étant la variable la plus importante? Je pense que tout bon athlète de trail a du plaisir, mais que ce soit moins d'entraînement, broche à foin. Je ne sais pas s'il y a bien des gens qui ont un golden ticket qui parlent de broche à foin parce qu'on assume qu'ils ont un accent. Fait que ça, Ouais. c'est la première raison pourquoi je pense que c'est intéressant. La deuxième, ben, je pense que le commun des mortels qui écoutent Pas sorti du bois, c'est principalement des mid-packers, des gens qui font ce sport-là pour le plaisir. Puis, si tu étais une athlète qui vit de ça à temps plein, puis que son sponsor l'envoie 4 mois de préparation spécifique sur le terrain de la Western State pour s'en imprégner au max, puis tu avais toutes ces variables-là qui pourraient être potentiellement vraiment hot, mais je pense que ça résonnerait peut-être moins auprès de l'audience. Les gens qui se préparent pour faire leurs courses, puis quand même bien qui s'inscrivent à l'Ultra Trail Aricana, ils vont peut-être pas aller faire de spécifique sur place à Charlevoix pendant l'été. Euh, Puis je pense que le broche à foin est une approche qu'on entend pas mal dans le trail de on fait du volume, on fait des types d'entraînement qu'on pense qui est bon, on fait du dénivelé, on se prépare pour la course, mais je pense que ça va rendre le truc intéressant. Puis d'autant plus
pertinent pour les gens qui écoutent. Fait que moi, je trouve que c'était une très bonne réponse. Puis on C'est va bon. explorer ça veut dire quoi le broche à foin pour Marianne Hogan. Ouais, ouais. Donc là, tu es Euh, en plein hiver. Fait que là, je suppose que tu m'avais dit en fait au dernier épisode, bon, là, le off-season peut commencer. Est-ce que tu t'amuses dans la neige? Est-ce que tu fais du splitboard en masse? Ouais, ouais. En fait, c'est ce qui est arrivé là, après la Bandera. J'ai pris vraiment 2 semaines là, quasiment complètement off de course et de tout ça. J'ai fait beaucoup de snow au début, puis après ça, j'ai commencé à me lancer dans le split. Et puis, tu sais, c'est des semaines où, tu sais, je courais plus au feeling, tu sais, à savoir, tu sais, si j'ai une course qui me tente à faire, je vais la faire. Je suis allée dans l'Ouest, en fait, passer 3 semaines chez ma sœur. J'ai un nouveau petit neveu là, qui a 7 mois, donc c'est super important pour moi d'aller passer du temps avec ma famille. Donc, je suis allée passer du temps avec eux dans l'Ouest. Fait que j'en ai profité pour faire du vélo, faire du splitboard, faire du yoga, courir certainement. Là, j'ai même frappé pour vous donner une idée là, un peu ce que ça peut ressembler, là, c'est que j'ai frappé une semaine à 160 km, mais c'est plus parce que j'étais sur l'île de Vancouver puis il y avait des vraiment belles plages à explorer. Fait que j'ai pas pu m'empêcher. Mais l'idée, c'était plus de rentrer les sports qui me tentaient, dans les jours qui me tentaient, puis c'était plus du training qui était vraiment lousse sans penser à rien. Là. Fait que c'est ça que j'ai fait depuis la Bandera. Là, ça fait à peu près 6 semaines. Puis et là, je reviens en fait tout juste d'un un voyage de 4 jours de splitboard en Gaspésie. Puis la neige était super belle. Puis on a fait des très, très longues journées dans la neige. Puis c'était magnifique. Là. Fait que c'est du training qui en vaut la peine, mais c'est du training aussi qui fait du bien pour la tête et le cœur. Là. Ben oui, puis je suppose que même si on le regarde d'un point de vue purement entraînement, des longues journées, que ce soit, peu importe l'intensité, puis si c'est avec des pauses, puis tu sais, que ce soit pas structuré, ça reste que c'est une longue journée sur ses jambes. Puis c'est de quoi qu'on entend beaucoup en trail. Moi, ça me fascinait quand j'ai commencé, puis j'entendais ça, tu sais, du temps sur ses jambes. Tu sais, une mauvaise journée où tu es supposé faire un entraînement de vitesse ou peu importe, où tu voulais te pousser, puis que ça va pas, ben de transformer ça en sortie bien easy, zone 1, puis de te promener dans les sentiers, puis en profiter, peut être payant en trail versus peut-être d'autres sports plus d'intensité parce que du temps sur ses jambes, c'est du temps sur ses jambes, puis c'est tout le temps des meilleures, c'est toujours les meilleures journées parce que tu as du fun, tu n'as tu regardes pas ta montre, puis tu regardes pas tes stats, tu es juste là pour avoir du fun, soit seul, soit en groupe, mais c'est du temps sur ses jambes pareil, une grosse fin de semaine dans la poudreuse. Là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'appelle ça du temps sur les pattes, là, puis j'adore ça. C'est mon meilleur temps passé, là, du temps sur les pattes. Puis, non, moi, je suis une très, très grande. En fait, je supporte beaucoup juste le temps sur les pattes, là, peu importe la vitesse. Moi, la zone 1, je la connais très, très bien. Puis, je passe la plupart de mon training en zone 1. Puis, c'est un peu ce qui se passe dans ces journées-là. Là, tu sais, c'est des journées que tu bouges toute la journée, tu es dehors, tu es sur tes pattes, mais il n'y a pas nécessairement d'intensité ou rien de tout ça. Là, fait que c'est sûr que ça fait beaucoup de bien. Puis la plupart de mon training se fait dans cette zone-là, puis juste en mode exploratrice puis aventure là, dans la forêt. Puis est-ce que c'est un peu aussi un genre de off-season parce que tu as enchaîné quand même, tu as eu un gros automne au moment où souvent les coureurs, les coureuses de trail tombent en off-season. C'est le moment où tu vas être dans tes gros entraînements pour Cape Town, puis après ça, rapidement, tu as eu Bandera. Est-ce que tu appliques cette règle-là de la off-season ou en ce moment, c'est juste parce que ça donne que c'est là qu'on arrête de compter et qu'on a du fun? Non, j'ai vraiment essayé d'appliquer la règle off-season le plus possible. Là. Après la Bandera, j'ai vraiment pris une semaine off complet. Je suis revenue tranquillement. Puis, pour moi, la off-season, c'est juste de pas nécessairement toujours penser à la course à pied. Moi, je suis quelqu'un qui est très intense puis qui adore faire ce que je fais. Et puis là, c'est d'essayer d'utiliser mon temps pour faire autre chose, notamment passer du temps avec les amis, la famille, faire différents sports. Puis le splitboard, c'est juste une option par rapport à ça. Fait que c'est sûr que moi, je me suis pris là, vraiment comme 2 à 4 semaines de off-season complet. Et puis après ça, là, c'est des semaines où je recommence à être beaucoup plus active, mais en utilisant des sports différents, puis sans être dans trop le spécifique, là, parce que c'est pas le moment pour faire ça. Puis je pense que c'est super important aussi pour ton mental de donner une petite pause, puis de passer à autre chose, parce que quand le moment va venir, pour moi, de refocuser, il faut que j'ai l'énergie, puis il faut que j'ai le goût. Puis c'est vraiment ça qui est important pour moi. Puis quand je parle de plaisir, pour moi, c'est synonyme d'avoir le goût d'aller dehors, puis courir, puis de passer des heures sur mes pattes. Puis je pense que, prendre un off-season, ça fait le plein de batterie. Puis je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. Puis c'est nécessaire aussi pour tout ce qui est prévention de blessures. Là. C'est sûr que je ne suis pas à l'abri de tout ça. J'en suis très consciente. Puis c'est quelque chose à laquelle je pense là, très définitivement. Intéressant. Est-ce que tu es suivi par quelqu'un
en termes d'entraînement, en termes de cross-training, en termes de préparation physique, ou c'est vraiment 100% coach Marianne? Non, c'est 100% coach Marianne. Mais je dis ça, mais tu sais, c'est sûr que je vais chercher beaucoup d'appui de mes amis qui sont plus proches, là. J'ai beaucoup de gens qui sont proches de moi qui savent, là, que, en fait, moi, le problème avec moi, c'est plutôt que j'ai tendance à en faire beaucoup trop. Et puis, tu sais, j'ai des bons amis qui, des fois, tu sais, ils vont m'appeler puis ils vont me dire, ouais, là, tu sais, je pense que c'est un peu trop, là, puis tu sais, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. La seule chose que je vais dire pour juste expliquer un peu pourquoi ma décision par rapport à ça. Moi, ça fait, tu sais, depuis que j'ai comme 12, 13, 14 ans que je suis dans le sport intensif. Tu sais, j'ai commencé en triathlon, puis j'ai suivi vraiment un régime d'entraînement, tu sais, avec des heures prédéterminées, tu sais, 10 entraînements semaine, par exemple. Là, tu sais, je me levais tous les matins pour aller nager à 5h30 du matin, depuis que je suis comme à 4, tu sais, depuis que j'ai 14 ans. J'ai fait comme 5 ans de triathlon intense. Puis après ça, je suis immédiatement allée en Californie faire 5 ans d'athlétisme intense. Donc, des entraînements prédéterminés, puis tu sais, des entraînements de track vraiment prédéterminés. Puis moi, quand j'ai quitté ce monde-là, j'ai vraiment, tu sais, pour moi, ça a été comme un moment où j'ai pu vraiment, en fait, m'ouvrir à juste le bonheur de courir. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé à justement, tu sais, libérer mon esprit pour les longues courses. Puis je veux vraiment, tu sais, bien que je comprends que ça pourrait potentiellement m'aider, peut-être d'atteindre un potentiel physique plus élevé, d'aller me chercher un coach pour qu'il me supporte là-dedans. Pour moi, c'est plus important que j'ai juste du plaisir, tu sais, puis que je puisse aller courir quand ça me tente, puis que je puisse dire oui à une aventure qui arrive le samedi, puis que j'ai pas à répondre non parce que j'ai une course tempo de 60 minutes, que je dis, moi, c'est vraiment pas mon genre, puis tu sais, j'apprécie les gens qui le font, mais moi, c'est juste, j'ai plutôt l'approche que, tu sais, moi, les fins de semaine, je vais aller faire des aventures, puis c'est ça que je veux faire, puis je les rentre dans mon entraînement, puis je les prends en considération. Puis souvent, tu sais, je vais essayer de trouver des aventures qui sont spécifiques aux courses que j'ai choisies. Puis je pense que ça m'a aidé. Puis dans mes dernières courses, en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidé, là. Mais c'est pourquoi, là, en fait, je décide de ne pas être accompagnée d'un entraîneur. Je décide plutôt d'être suivie quand même de très près de physio puis de masso. Je pense que ça, pour moi, c'est super important. Puis quand on parle d'entraînement, je pense que c'est des choses qu'on n'inclut pas nécessairement assez souvent. Puis quand moi, j'ai des semaines là, de volume qui sont assez élevés, moi, c'est sûr que je m'assure d'avoir un masso, puis accès à un physio. Là. Moi, quand j'ai une blessure qui apparaît là, ou une petite douleur, là, je ne veux pas dire blessure, là, c'est sûr que je contacte mon physio super rapidement, puis on décide d'un plan de match pour savoir à quoi la semaine va ressembler. Fait que c'est sûr que pour moi, le sport ressemble plus de ce côté-là. Ouais, puis je pense que c'est important, puis même peu importe le niveau, tu sais, toute blessure commence par une douleur ou par une tension, puis si tu n'en prends pas soin, c'est là que ça se transforme. Puis je pense qu'en parlant avec plein de monde, des gens qui peuvent être des longues années sans se blesser, c'est souvent ça. Tu penses, OK, lui, il se blesse pas. Non, non, c'est pas qu'il se blesse pas puis que son corps n'a pas la capacité de se blesser, c'est que souvent, c'est des gens qui vont traiter à la source, puis il y a une petite tension, je vais ralentir, ou telle affaire arrive, je vais aller consulter, puis c'est nécessaire, on s'entend. Là. C'est un sport Mhm. qui est extrêmement exigeant, peu importe l'intensité à laquelle on le fait, d'être autant d'heures sur ses jambes ou faire autant de volume, c'est sûr que ça a un impact quelconque. Fait qu'il faut faire attention. Ouais. La seule chose que je rajouterais aussi, c'est que en plus d'avoir mon emploi et d'être coureuse et tout ça, moi, je suis aussi entraîneur avec le coaching du coureur. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup, beaucoup d'outils à m'apporter que j'utilise, là, évidemment, pour mes propres trainings d'entraînement. Et puis pour les principes, là, c'est sûr que je les utilise pour moi-même également. Là, c'est pas juste pour mes athlètes. C'est sûr qu'il y a des choses, des fois, que je me dis peut-être que je recommanderais pas ça à tous, mais quand même, les principes de base, là, je les utilise pour moi également. OK. Tu as combien d'athlètes avec le coaching du coureur? J'ai à peu près une vingtaine, 15 à 20 OK, athlètes en ce moment. Ouais. quand même. Mhm. Intéressant. Fait que Ouais. là, oui, je comprends l'entraînement broche à foin, je comprends le off-season, mais là, je veux rentrer plus dans le core de ce que tu vas faire entre maintenant puis la Western State. Est-ce que tu es à un point où tu planifies, ne serait-ce que d'avance, des pics de volume à certains points, considérant que la course s'en vient, bon, fin juin, tu as le temps encore, mais comment tu approches ça les prochains mois qui s'en viennent côté entraînement?
Oui, ben c'est sûr que là, je vais recommencer à bâtir mon volume de course, sans aucun doute. Comme je l'ai mentionné, en fait, je suis déjà quand même allée chercher un bon volume d'entraînement là, quand j'étais en Colombie-Britannique, puis je vais juste bâtir là-dessus. Donc, c'est sûr que moi, le volume, là, je vois ça comme, tu sais, pour moi, les semaines de base, c'est 160 kilomètres. Puis pour moi, c'est juste quelque chose que j'adore faire. Tu sais, moi, mon plaisir, c'est d'aller vagabonder, là. J'appelle ça plus du vagabondage. Fait que la façon que je calcule, dans le fond, mes progressions, c'est que je me calcule, mettons, à chaque semaine, je me dis, ah, cette semaine, j'aimerais ça courir X nombre de kilomètres. Puis je monte, en fait, par palier à chaque 4 semaines. Puis j'essaie de redescendre une semaine. Puis là, je remonte par 4 semaines. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je vais faire là, d'ici le 23 avril, en fait, qui va être si je me sens bien, je vais aller faire le 100 km de Canyons. Je pense que ce serait un bon moment pour aller faire une plus longue, puis tester un peu, le parcours, mais aussi les conditions de la Californie. Donc, c'est sûr que ça va être quelque chose que je vais bâtir là, pour jusque-là. Et puis, après ça, je vais relâcher un peu, puis après ça, rebâtir, là, évidemment, là, jusqu'à la Western States. Moi, quelque chose que je fais super attention dans mon training, c'est de ne pas augmenter le volume et l'intensité en même temps. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste, mettons, 4 semaines de volume de base, absolument de base. Puis l'intensité, c'est plus quelque chose que je vais rajouter en arrière-plan. Puis même plus que ça, l'intensité, j'aime ça la rajouter plus de façon organique. Je ne suis pas quelqu'un qui va nécessairement vouloir aller faire un training vraiment spécifique. Je suis plus quelqu'un qui va vouloir essayer d'aller courir avec des gens qui sont plus forts que moi. Puis le tempo, j'aime ça qu'il soit fait. J'aime pas. Parce que dans une course, c'est pas un 30 minutes tempo. Là. Tu cours une course, puis des fois, tu essaies de suivre des gens, puis tu sors de ta zone de confort, puis c'est pas quand tu pars le chrono, tu fermes le chrono que c'est fini. Fait que pour moi, c'est plus comme ça que je vois là, les entraînements. Mais c'est sûr que je vais essayer d'aller quand même chercher un peu de vitesse là, parce que la Western States, il va m'en falloir. Puis pour la Bandera, en fait, pour la Bandera, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment fait là, 3 semaines de vitesse avant la Bandera, je pense, qui m'a beaucoup aidé. En ultra, c'est sûr qu'on court des paces qui sont beaucoup plus lents que des entraînements de vitesse. Mais quand tu amènes ton corps à justement aller chercher les vitesses plus rapides, quand tu reviens à une vitesse de base, comme par exemple pendant la Bandera, je frappais du 4,30, 4,45 quand même assez facilement parce que j'avais fait justement des entraînements beaucoup, beaucoup plus rapides. Fait que ça faisait en sorte que mon corps ait trouvé ça quasiment plus facile là, de revenir puis juste courir un pace de base. Fait que c'est sûr que je vais vouloir aller chercher ça. Mais c'est plus quelque chose que je vais essayer d'aller chercher là, à travers les entraînements un peu. J'ai mon frère, par exemple, qui s'entraîne pour faire le marathon de Toronto. Il fait des entraînements. Je vais vouloir aller en faire quelques-uns avec lui pour aller chercher la vitesse, puis pouvoir justement sortir de ma zone de confort, qui est la zone 1 là, actuellement. Je trouve ça intéressant, la relation, parce que je l'entends, puis je l'ai testé parce que moi, inversement, j'ai tout le temps été en mode broche à foin. Puis en novembre dernier, j'ai décidé, je vais essayer avec un coach, Éric Dehaye, pour ne pas le nommer. Puis moi, je me dis, ça va être juste pour 3-4 mois jusqu'à Black Canyon. Puis finalement, Black Canyon n'a pas eu lieu, mais j'ai switché ça pour Cryo. Puis finalement, je trippe tellement avec Éric que je vais continuer parce que j'avais le feeling que ça faisait 12 ans que je courais de la même façon, puis que j'avais atteint des objectifs que je voulais. Le 100 miles, c'était comme un objectif. Je l'ai atteint, puis je me disais, bon, moi, je veux continuer de faire des 100 000. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Parce que là, de la façon que je l'ai fait, j'ai atteint ma limite. Puis Eric me fait beaucoup, beaucoup faire d'intervalles, de vitesse, des choses que j'avais jamais faites ou pas à ce niveau-là. 2 à 3 séances d'intervalle par semaine. Sur les longues, c'est jamais la longue, ça a rarement été une longue basée en zone 1. Il y avait comme des intensités à travers ça. Fait qu'il y avait de quoi de le fun. Puis il m'expliquait que justement, de bâtir le moteur, là, de gonfler le moteur puis de faire de la vitesse, même si c'est pour un objectif d'ultra, un pace plus lent, ça fait que tu es capable d'aller encore chercher des pics de vitesse quand c'est nécessaire plus tard dans la course. Puis je l'ai vu récemment dans mes entraînements plus longs, des sorties de 2-3 heures en trail, sans aucun programme. Je sais que des amis, la semaine passée, j'essayais de suivre Sébastien Dion dans la boucle de la station à Québec. Puis tu descends vraiment vite. J'étais comme crime, ça fait 2 heures, 2 heures et demie que je cours, puis j'atteins des pics de vitesse que d'habitude, après 2 heures et demie, les jambes sont un peu lourdes. Fait que tu te colles dans ta zone 1, puis tu trottines, puis c'est le fun. Puis je l'ai expérimenté. Je fais OK, il y a vraiment de l'impact à faire des séances courtes d'intervalle que moi, j'imaginais que c'était fait pour justement du marathon, des entraînements plus de vitesse, puis que pour un ultra, ça n'aurait pas d'impact. Puis je me rends compte que non. Puis Eric m'a dit là, on switch le focus, on s'en va sur QMT, CCC, c'est du long, full montagneux, mais on va continuer de faire de l'intervalle, on va continuer de faire de la vitesse pour justement
entretenir le moteur, puis ça va servir en deuxième moitié de course quand je veux dire, peu importe à quel niveau tu es, à un moment donné, il y a une descente, tant qu'à la descendre, à reculons tranquillement, tu peux ouvrir la machine et avoir encore du gaz, hein. Mhm. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord. Je pense que l'intensité, c'est une partie très importante de tout training. Je pense qu'il y a différentes façons de l'introduire. Puis je pense que quelqu'un qui n'a pas passé beaucoup de temps, comme tu mentionnes, là, tu sais, si tu n'as pas passé beaucoup de temps sur tes pattes à faire de l'intensité, je pense qu'il y a quelque chose de très motivant à le faire, puis à te présenter à chaque jour, puis faire le training. Je pense que le concept est complètement différent pour quelqu'un qui a passé toute sa vie justement à faire des trainings très structurés, fait que oui, je trouve ça super important. Mais moi, la raison pourquoi je prends cette décision-là pour moi, c'est que moi, je suis assez persuadée que pour ma personne, me présenter au départ avec le sourire aux lèvres puis le goût de courir la course est beaucoup plus important que avoir passé, mettons, les 6 semaines avant à faire des trainings super spécifiques et structurés qui auraient pu amener mon physique à un certain niveau. Moi, quand j'arrive à 60 km puis je suis un peu explosée, j'ai le goût d'avoir du fun, j'ai pas le goût en fait, d'être dans un trou noir puis de me dire que l'ultra, c'est de la douleur et tout ça. Pour moi, c'est juste. Et c'est pour ça que moi, ma mentalité est un peu comme ça, mais je pense que c'est propre à chacun. Puis c'est de savoir un peu qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, tu as besoin. Puis je pense que des fois, avoir un entraîneur, ça te permet de découvrir justement ce que tu as besoin parce qu'il te force justement à te sortir de ta zone de confort. Puis je pense que ça peut être super utile pour tout athlète. Tant que tu as quelqu'un qui te pousse, je pense que tu peux l'avoir dans tes entraîneurs, mais tu peux aussi l'avoir par rapport à tes coéquipiers. En fait, moi, je dis mes coéquipiers, mais les gens avec qui je cours, là, il y a des gens qui vont me pousser sur certaines théories, sur certains workouts, en fait, tout plein d'affaires. Je pense que si tu es bien entouré, je pense qu'il y a différentes façons d'aller chercher le support que tu as besoin, là, effectivement. Ouais, exact. Puis je pense que c'est de se laisser influencer ou d'écouter ce que les autres font parce que chaque personne a des approches différentes, tu sais. Mhm. Puis c'est ce qui est le fun, c'est d'essayer des choses, d'essayer des types de training, des types d'intensité, mais de varier. Je pense que c'est ça la clé parce qu'au nombre d'heures qu'on met là-dedans, il faut varier, tu sais. Même si tu es un coureur de trail, aller faire un entraînement de route parce que ça donne que tu es dans une ville, ça change complètement le focus, ça travaille de quoi de différent. Puis si tu n'as pas aimé ça, ben, tu seras d'autant plus content de retrouver tes sentiers, mais c'est le fun de varier le type d'entraînement, le type de sol, le type de. Même si tu t'entraînes pour une course qui est X, Y, Z, tu peux aller ailleurs puis quand même progresser dans cette Mhm. direction-là, là. Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord. Là. Je pense que tout ce qui est variation, puis moi, j'utilise toujours l'expression sortir de sa zone de confort. Là. Si tu peux trouver des gens qui vont te sortir de ta zone de confort, je pense que ça peut juste t'amener dans la bonne direction. Je pense que si on s'entoure juste des gens qui nous rendent très confortables, je pense qu'on a de la misère à progresser. Puis moi, c'est ce que j'adore dans les gens que je côtoie ou que j'essaie de côtoyer ou même, tu sais, comme moi, ce que je déteste le plus entendre, là, c'est les gens qui vont m'écrire pour me dire ou les gens qui vont dire j'aimerais ça courir avec toi, mais je cours pas. Tu sais, ça m'arrive que les gens me disent ça. Puis moi, dans ma tête, je me dis OK, t'as aucune idée à quel point je cours lent. Là, tu sais, des fois, je veux dire, c'est sûr que je cours plus lent que n'importe qui va faire un jog. Là, tu sais, je suis juste. Tu sais, j'aime ça, en fait, utiliser toute approche pour juste courir. Puis je pense que dans l'ultra, c'est super important parce que tu passes justement beaucoup, beaucoup de temps à courir. Puis toutes les approches sont bonnes, dans le fond, pour arriver à l'arrivée. Ah oui, puis nécessairement, quand tu fais des semaines de 160 km, tu ne peux pas les faire à fond de train sans arrêt, là. Je veux dire, c'est juste pas vivable. C'est là que les blessures arrivent, là. Oui, absolument. Moi, ça, je l'ai appris quand même assez rapidement dans ma carrière, je veux dire, en cours dans ma carrière sportive. Là. Si je jumelle le volume et l'intensité, pour moi, ça ne fonctionne vraiment pas. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je suis stratégique. Tu sais, si je sais que il y a une semaine qui va être beaucoup plus occupée au niveau soit social ou à mon travail ou quoi que ce soit, puis je sais que mon temps va être plus limité, puis j'aurai pas autant de temps pour vagabonder, ben, j'utilise cette semaine-là pour faire de l'intensité. Puis ça marche super bien pour moi parce que ça me relaxe aussi à savoir que j'utilise mon temps de façon très efficace. Puis j'utilise aussi mon temps à travailler des faiblesses. Rendu au stade où on fait des ultras comme des 100 kilos, des 160, la vitesse, c'est sûr que ça devient une faiblesse pour tous. Puis il faut la travailler une fois de temps en temps. Puis c'est juste de le faire de façon quand même assez intelligente. Là, parce que moi, si dans une semaine de 160, je me tape
un entraînement de track, là, c'est sûr que mon corps va me le dire là, quelques jours plus tard. Non, non, c'est clair. Surtout, c'est ça. Pour faire 160, faites le calcul, tu le fais en 6 ou 7 jours. Ça fait beaucoup de kilomètres par jour. Fait que tu veux pas te torcher puis le lendemain te lever un peu cassé. Puis il faut que tu ailles faire, faut que si tu t'en vas vagabonder pendant 4 heures, ça va être du long vagabondage. Ouais, mais j'aime ça. Je suis vagabonder pendant 4 heures, c'est dans mes activités Mais préférées. c'est le fun. C'est le fun de partir, pas d'objectif, tu sais, puis juste, tu sais, trouver des sentiers. Puis moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai déménagé l'été passé ici, puis à un moment donné, je partais dans un sentier, puis c'était un réseau de sentiers comme interminable. Il y a juste ça, des sentiers. Puis je me disais juste, je vais tourner à droite ou à gauche à chaque intersection selon ma foulée, si mon pied droite est en avant ou mon pied gauche rendu à l'intersection. OK. Puis à un moment donné, tu finis par tourner en Nice. rond puis repasser 4 fois la même place, mais il y a de quoi de le fun dans le fait de partir puis de Ouais. pas avoir d'horaire, hein. Ouais, mais j'aime ça moi-même. Comme j'aime vraiment plus courir entre elles, là, sans aucun doute, mais le principe de vagabonder, j'aime ça le faire aussi dans la ville. Tu sais, des fois, l'été, là, quand c'est une super belle soirée, puis tu sais que les gens vont être en train d'en profiter sur les terrasses, je cherche pas nécessairement à aller sur une terrasse, mais j'aime ça aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, en fait, c'est comme ça que je fais mon plus gros de mon village, là. Je me promène dans la ville, puis je regarde un peu ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est du temps passé sur les pattes, encore une fois. C'est rien de super stressant. Tu sais, puis ça n'a pas besoin d'être stressant. Moi, je trouve l'entraînement, tu sais, c'est juste tu sais, il est 5 heures, ta journée de travail est terminée, ben, tu sais, va courir. Il y a pas de, t'as pas besoin nécessairement d'avoir un plan. Tu n'as pas besoin de courir un pace, avoir une certaine fréquence cardiaque. C'est vraiment juste de passer du temps sur les pattes puis accumuler du millage. Exact. Parlant de terrasse, on n'a même pas dit qu'est-ce qu'on buvait. Qu'est-ce que tu bois, Marianne, sur la terrasse, pas sorti du bois? Alors, ben, je reste sur le concept de la terrasse, puis je bois une alerte à Coco Beach. Une milkshake IPA coconut. C'est excellent, ça. Très bon Ouais, nom en plus. ouais. Toi, qu'est-ce que tu bois? Moi, en fait, c'était ma fête il y a 2 semaines, puis j'ai reçu plein de bières. On dirait que mes amis savent ce que j'aime, puis ils se cassent pas la tête, puis ils font bien parce Ouais. que là, j'ai comme plein d'affaires. Là. J'ai une lague à bière. C'est la lague à blonde, mais ce que je trouvais vraiment cool, je l'ai pris quand je fouillais dans la gang de canettes que j'avais reçues. Puis une Ouais. partie des profits servira directement à reboiser des régions du Québec. Je Ah, trouvais que, vraiment cool. je veux dire, ça peut pas être plus concret parce que si on veut ne pas sortir du bois, il faut qu'il y ait du bois. Ouais. Tu disais que des fois, tu vas choisir des week-ends ou des aventures en fonction un peu de la course qui s'en vient. Dans ce cas-ci, entre aujourd'hui et la Western, as-tu des plans de match un peu comme ça, des destinations, des expéditions, des aventures de week-end prévues qui vont essayer de mimer quelque chose que tu penses vivre à Western States? Oui, absolument. Là, c'est sûr que là, comme je te dis, j'étais plus dans le focus de juste relaxer, mais je pense qu'à partir de maintenant, ça va commencer à rentrer dans du focus plus Western States. Demain, en fait, je pars en Floride pour une semaine. Je sais qu'il est très tôt pour s'acclimater, mais je pense qu'il n'est jamais trop tôt, là, donc je vais aller passer un peu de temps au soleil, voir un peu comment je réagis par rapport à tout ça. Puis ça va faire du bien aussi de juste pouvoir courir sur de l'asphalte clair. Et puis, après ça, c'est sûr, comme j'ai mentionné, je vais aller faire le The Canyons, donc le 100 kilos, qui va être en fait parfait là, pour l'acclimatation, puis juste pouvoir voir un peu à quoi on pourrait s'attendre le 25 juin. Après ça, fait que probablement que je vais rester une semaine avant, une semaine après, puis voir un peu si je peux courir là-dedans. Je vais retourner après ça faire le training camp de la Western States, donc à la fin du mois de mai. C'est sûr que je vais courir le parcours de la Western States entièrement. Puis, à partir de ce moment-là, moi, je vais rester en Californie là, jusqu'au 25 juin. C'est C'est là cool. que je vais pouvoir aller évidemment, m'entraîner sur le parcours, mais aussi m'acclimater à la température. Puis, juste avant la course, peut-être une semaine, je vais aller plus dans la région de Tahoe parce que je vais rester plus à Sacramento au début avec Salomon. Avec l'équipe Salomon, en fait, on va être dans une maison. Et puis, après ça, je vais aller plus dans le coin de Tahoe pour m'acclimater à le elevation, Mhm. à l'altitude, pardon. Donc, ça va ressembler plus à ça. Donc, c'est sûr qu'au Québec, là, je vais essayer quand même de rentrer des parcours qui sont roulants. Moi, pour la Western State, c'est vraiment ça qu'il va falloir que je travaille. Des parcours qui sont roulants, puis des back-to-back. Là, moi, ce que j'adore beaucoup, c'est ces 2 jours. Là, les week-end shocks, c'est ma chose préférée. Puis je pense que je fais des week-end shocks tous les week-ends, mais je vais essayer de trouver des parcours là, qui vont pouvoir me laisser là, travailler sur la vitesse. Et puis des back-to-back là, dans la région. Là. C'est sûr que moi,
une boucle au Mont-Tremblant là, que j'adore, là, qui est un 50 kilos qui est super roulant, que je fais quand même souvent puis que je vais vouloir aller faire. Mais je suis sûre que je vais en trouver d'autres d'ici là. Fait que en fin mars, début avril, quand les coureurs, les coureuses de trail chialent parce qu'on n'a plus accès au sentier, parce que c'est en train de fondre, puis que là, on se ramasse à aller courir dans des routes de campagne ou des routes de terre, toi, tu vas être comme dans ton spécifique, ça va être le timing parfait parce que Ouais, il y a toujours ce bout-là plate où à un moment donné, on peut pas aller dans les sentiers, puis c'est correct, c'est pour le bien des sentiers qu'on le fait, mais pour la Western, je pense qu'il y a de ça aussi à faire. Puis là, c'est sûr que si tu vas sur le parcours, tu vas pouvoir en vivre en masse, mais c'est un parcours qui est très roulant, mais qui est sur de la route de terre. Fait que ça reste que c'est de quoi qui doit s'entraîner, qui est dur pour le body. Je suppose de justement 160 où il y a beaucoup de portions. Je veux pas dire, ça c'est pas de l'asphalte, mais c'est quand même plus dur que de faire du technique à 7 du kilo parce que c'est un peu plus lent, puis il y a des montées, puis tout, là, c'est intensité et dur, là. ouais, c'est sûr que pour être honnête, la Western States, ça va me sortir de ma zone de confort, à savoir que il va falloir que je fasse plus de training d'intensité, il va falloir que je sois plus spécifique. Puis pour moi, ça va juste être super important de balancer le fait que je m'amuse encore parce que tu sais, je veux vraiment pas qu'une semaine pour moi ce soit je sais pas c'est quoi le meilleur terme français, mais tu sais, daunting. Je veux vraiment pas que ce soit demandant point de vue mental. Tu sais, je veux jamais avoir le goût. Tu sais, je comprends qu'une fois de temps en temps, on a un moment où tu sais, c'est difficile de sortir de la porte pour aller courir parce que X, il fait froid ou Y, t'es fatigué ou peu importe c'est quoi la raison. Mais euh, pour moi, en général, je voudrais jamais avoir une semaine où tu sais, c'est difficile pour moi d'aller courir. Je veux que ce soit plaisant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de combiner là, des façons pour moi de m'assurer de rentrer de l'intensité de façon que ce soit amusant pour moi. Puis moi, comme je l'ai mentionné, mon frère, il s'entraîne pour un marathon. Puis la façon qui est plus fun pour moi de m'entraîner, c'est de le faire avec des gens qui sont proches de moi, avec qui j'ai beaucoup de plaisir, puis de pouvoir faire des entraînements qui sont difficiles, qui vont me sortir de ma zone de confort, c'est sûr que si j'essaie de le suivre sur un training de marathon en ce moment, je le suis pas. Puis c'est ce que je vais faire, puis je vais essayer de le faire en fait jusqu'à la Western States pour aller chercher la petite coche d'intensité que j'ai besoin, puis qui va être payant là, le 25 juin. C'est sûr qu'une chose que je n'ai pas mentionnée, l'élément chaleur, là, il va falloir que je le travaille énormément. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais vouloir rajouter, là, si c'est sauna, yoga chaud, vivre aussi dans des environnements plus chauds. Là, comme je te dis, là, je m'en vais en Floride, je n'ai pas mentionné, mais après ça, je vais aussi aller au Pérou. Donc, je vais sortir un peu de l'environnement d'hiver, puis commencer à m'acclimater là, à tout ce qui est plus altitude, chaleur et tout ça. Puis, je pense que ça va m'aider là, le 25 juin. Puis, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Si tu sais que tu vas aller faire une course puis qu'il va faire froid, il faudrait essayer de trouver l'entraînement qui est conséquent. Puis vice-versa, si tu vas dans un environnement chaud, et c'est super important là, de t'acclimater avant la course. Puis si c'est pas possible pour monsieur, madame, tout le monde, il y a des façons quand même là, de le faire, là, les entraînements dans le sauna ou de façon plus plaisante. Là, moi, je pense que le yoga chaud, c'est quand même une belle alternative. Là. Je pense que moi, ça va être ce que je vais choisir là, parce que m'asseoir puis être toute seule avec ma tête pleine de pensées là, dans un sauna pendant 20 minutes, je pense que j'ai de la misère. Tandis que si je suis en train de bouger dans du yoga chaud, je pense que ça va être plus facile pour moi. Fait que, c'est juste de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour tous puis de l'appliquer à son propre entraînement. Oui, il y a moyen d'être créatif. On pourra en parler parce qu'on va dédier un de ces courts épisodes-là où l'acclimatation à la chaleur. Ouais, Mais tu parlais des trucs maison. Moi, il y a Eric Dehay qui me contait que quand il est allé faire Badwater, puis c'est un des Québécois qui a le mieux performé de l'histoire à cette course-là, qui est une course à 70 degrés quand le soleil tape l'asphalte, là, c'est super chaud. ouais, C'était le tuyau de sécheuse ouais, directement ouais, ouais. devant son J'ai vu tapis ça roulant dans passer. son sous-sol, c'est malade. Mais écoute, ça a marché, il y a moyen d'être créatif. Mais on dédiera un épisode au heat training parce que c'est quoi qui est particulier pour ça. Puis je trouve ça le fun que tu en parles parce que je voyais que Jim Wamsley, quand il est allé au podcast de Dylan Bowman, tu sais, Jim a gagné Ouais, Western 3 fois via Flagstaff, connaît bien des conditions de terrain roulant, de chaleur. Il vient de Phoenix. Le Phoenix, il fait 100 Fahrenheit à partir du mois de mai, puis ça dure jusqu'en octobre. Puis là, lui, ben, c'est l'UTMB qui est en tête. Puis après s'être cassé les dents quelques fois à Chamonix, comme tous les hommes américains qui ont tenté de gagner l'UTMB, c'est jamais arrivé. Le Jim a annoncé qu'il déménageait 2 ans en France. Puis il attribuait ça directement au froid, à la neige, parce que l'UTMB a bien beau faire chaud au départ de la course, il y a des cols assez froids. Puis
les Européens sont habitués de faire du skimo, d'être dans les montagnes l'hiver. Tu sais, François Den, qui l'a gagné 4 fois, il en passe du temps en plein hiver. Puis Jim Wamsley attribue ça à ça. Puis quand tu disais l'acclimatation, c'est bon autant pour le chaud que le froid, comme plein de conditions, ben il y a ça aussi. C'est le fun de voir Ouais, ouais, Jim ouais. qui essaie complètement autre chose, qui s'en va vivre en France pour essayer de s'acclimater au froid. Oui, absolument. Je l'ai écouté, ce podcast-là, puis je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit, là, sans aucun doute. Surtout si tu sais que c'est ta faiblesse, tu sais, si t'es quelqu'un qui fonctionne mieux au chaud puis que tu fais une course du froid, c'est sûr qu'il faut que tu ailles t'acclimater. Et puis encore une fois, tu sais, Jim, il va sortir de sa zone de confort, puis c'est ce qui va faire en sorte qu'il va être capable de grandir en tant qu'athlète, puis potentiellement aller justement chercher la position qu'il recherche là, pour l'UTMB. Fait que, ouais, je suis d'accord avec tout ça. Bon, mais c'est vraiment intéressant. Moi, je retiens 2 choses. Sortir de la zone de confort. Je pense que l'ultra, à un moment ou à un autre dans une course, on va se sentir complètement à côté de notre corps, ou en tout cas hors de notre zone de confort, dans le pain cave ou peu importe. Fait que c'est bon de se mettre dans des contextes comme ça, pas obligé de virer fou puis de tourner en rond sur une boucle d'1 kilomètre pendant 20 heures. Juste de, comme tu dis, sortir puis faire des choses différemment. Fait que ça, c'est noté, sortir de sa zone de confort. Puis l'autre affaire, ben, avoir du fun. Je pense que c'est la Ouais. base là-dedans. Puis, tu sais, on l'entend souvent, là, tu sais, un ultra, ça se joue dans la tête, puis c'est mental, mais c'est directement relié au plaisir aussi, tu sais. Moi, je Mhm. sais que mes courses qui ont été parfaites dans ma tête avec du recul, c'est celles où j'ai du fun, justement, tout le long, tu sais. Pas Ouais. facile, mais c'est du fun, tu sais. Mhm. Ouais, je pense que si tu peux t'aligner sur la ligne de départ avec la meilleure place mentalement, puis avec justement l'idée d'avoir du plaisir, je pense que c'est ce qui va faire en sorte que quand les choses vont être difficiles, ben, tu vas être capable de t'en ressortir parce que ton mental est là pour te supporter puis te rappeler que tu es là pour avoir du plaisir puis de juste continuer là-dedans. Fait que je pense que moi, c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire, c'est de me pointer sur la ligne de départ avec au moins la tête complètement reposée et complètement dans l'optique d'avoir du plaisir parce que c'est ce qui va m'en sortir au final, en fait. Ben oui, puis c'est de quoi que me semble, j'ai l'impression d'avoir répété dans plein d'épisodes avec plein de monde, mais c'est souvent ça, c'est qu'on peut pas juste prendre du plaisir le race day puis en baver le reste de l'année à s'entraîner puis pas de fun parce Non, que au nombre de courses qu'on fait versus le nombre d'entraînements qu'on fait, on est aussi bien d'avoir du fun au quotidien parce que sinon, je veux dire, on fait pas le sport pour les bonnes raisons, là. non, absolument pas. Moi, je pense que mes années de blessure m'ont rappelé exactement ça. C'est que le quotidien est super important pour moi, beaucoup, beaucoup plus en fait que les courses. Juste le fait de pouvoir justement aller bouger, vagabonder, courir, profiter de la nature, je pense que c'est pris pour acquis des fois. Vagabonder, j'aime ça. Fait que tout le Ouais, monde, sortez de la zone de confort, plaisir, puis allez vagabonder. Merci, très Marianne. important. C'était super intéressant, ce chapitre 2 de ton En route vers Western State. Super intéressant de plonger dans comment ça va se passer l'entraînement pour toi dans les prochains mois. Puis on va se reparler bientôt pour un épisode sur l'acclimatation à la chaleur. Je pense qu'on pourra Good. parler même de l'acclimatation au sens large pour que tout le monde puisse s'y retrouver quand on se prépare pour une course, des fois d'aller mimer, de recréer quelque chose qui peut se passer, que ce soit de la chaleur extrême, du froid, de la neige, du vent de face, des racines. Il faut le tester, donc ça sera super intéressant. Puis en plus, on va se parler probablement après ton périple en Floride, fait que tu auras déjà testé la chaleur, tu pourras nous en parler plus. Ouais, c'est bon, parfait. J'ai déjà hâte. Cool, ben merci beaucoup. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.